Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Est-ce qu'on peut encore améliorer sa coordination quand on a une atteinte neurologique? Et là, j'ai mis atteinte neurologique, ça peut sembler très spécifique. Vous pouvez vous dire, ça me concerne probablement pas, et c'est peut-être votre cas, ça vous concerne peut-être pas, et tant mieux. Vous pouvez avoir une maladie neurologique, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, ataxie de Friedreich, il y a d'autres ataxies cérébrales, il y a vraiment plusieurs types de pathologies. Vous pourriez, qui touchent de maladies qui touchent la coordination, vous pourriez avoir fait un AVC aussi au niveau du cerveau, au niveau du cervelet qui touche votre coordination, mais vous pourriez aussi avoir eu un tunnel carpien, une compression au niveau du poignet qui provoque des engourdissements et de la faiblesse musculaire. Vous pourriez peut-être avoir eu des séquelles permanentes. On parle d'atteinte neurologique. Vous pourriez avoir une douleur au dos qui est causée par une hernie discale, qui a comprimé un nerf, qui a blessé un nerf de façon permanente. C'est vraiment pas toutes les hernies discales qui font ça. Mais donc, une atteinte neurologique, c'est une blessure à un nerf ou à une blessure à quelque part dans le système nerveux. Alors, quand je vous parle donc d'atteinte neurologique, c'est un peu la définition que j'ai en tête. Alors oui, c'est possible de stimuler, peut-être de retrouver en partie ou en totalité sa coordination, en partie ou en totalité sa force musculaire. C'est pas toujours possible et parfois on a un plateau de récupération, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est triste. Pour moi, c'est triste aussi de voir des patients qui se sont fait dire qu'il n'y avait rien à améliorer parce qu'il y a une atteinte neurologique, comme ce que je vous ai décrit, ou une maladie neurologique, parfois une maladie évolutive, et de se dire, on va attendre. Puis, c'est dégénératif, on peut faire des choses. Et la danse, comme vous le voyez en ce moment, c'est tellement un beau, une belle j'allais dire un beau véhicule pour stimuler notre coordination. C'est aussi agréable, c'est valorisant. Là, ça semble être une danse, une danse plutôt classique. Il y en a vraiment plusieurs types qui pourront correspondre à vos goûts, à ce que vous aimez. Donc, oui, dans une certaine mesure, la coordination peut s'améliorer grâce à l'entraînement. Dans l'entraînement, il y a de la répétition pour améliorer sa coordination. L'élément répétitif est un élément clé aussi et ce, à tout âge, si on a une maladie dégénérative qui touche la coordination et qu'on a 20 ans, on ne se fera pas dire c'est normal à votre âge. On va probablement nous donner le plus de ressources possible et on doit le faire pour qu'on maximise et peut-être qu'on récupère ou qu'on freine la perte de coordination, mais ça devrait être la même chose, peu importe notre âge, et même donc en présence d'une atteinte neurologique, comme je vous le disais. Donc oui, dans une certaine mesure, et c'est vrai aussi chez les enfants, il y a mille et un exercices qu'on peut vous proposer en physiothérapie en France ou ailleurs en Europe, en kinésithérapie, c'est deux termes équivalents. Il y a vraiment plein de stratégies et ce n'est pas seulement dans un canal, c'est-à-dire d'avoir des exercices de coordination. On va travailler votre force musculaire, votre souplesse, votre capacité, par exemple, à vous concentrer sur une tâche et en faisant une autre, de faire une double tâche aussi. On va vraiment utiliser plein de stratégies pour essayer de maximiser votre coordination. Parfois, on va utiliser des attelles, ça sera plus facile. Je vous montre quelqu'un qui fait du tir à l'arc dans mon roman Corps étranger. Il y a un des personnages, les personnages secondaires sont tous des patients qui sont traités par le protagoniste qui est physiothérapeute. Et le titre Corps étranger, ça fait un peu référence aussi à notre propre perception de notre corps quand on a un problème de santé et quand on a un problème de coordination. On a parfois l'impression que notre corps nous est étranger et donc je reviens au tir à l'arc, il y a un personnage qui a des problèmes de coordination, disons, qui prend des cours de tir à l'arc et
je vous donne cet exemple-là parce qu'on a une cible lorsqu'on fait du tir à l'arc au premier degré et d'avoir des activités qui sont signifiantes pour soi, qui nous donnent une cible, par exemple, d'améliorer notre coordination lorsqu'on marche, d'améliorer notre coordination lorsqu'on cuisine, d'améliorer notre coordination lorsqu'on tire à l'arc pour atteindre telle partie de la cible. Ça serait notre objectif, disons, pour le prochain mois. Ça nous donne une cible dans toutes les déclinaisons de sens du mot cible et c'est souvent beaucoup plus efficace. Le cerveau a souvent besoin de sens pour nous aider à reprendre nos capacités physiques et c'est particulièrement vrai pour cette immense capacité physique qui est la coordination. Alors à tout âge, qu'on ait l'âge du personnage d'Émilie dans mon roman qui pratique le tir à l'arc ou qu'on ait 65 ans, tir à l'arc ou autre chose, de faire une activité physique qui a du sens pour nous et qui nous permet aussi d'avoir un peu de plaisir, pourquoi pas. Le cerveau et le système nerveux dans son ensemble ont une certaine capacité d'adaptation. On parle de neuroplasticité. Évidemment, si je prends une partie du cerveau que j'ai ici avec moi, ben, le cerveau, ça ressemble plus à ça qu'à ce que vous voyez, mais de retenir aussi dans cette image du cerveau qui est modelable. Les connexions nerveuses, il y en a vraiment beaucoup dans le cerveau et lorsque une série de connexions fonctionne peut-être moins bien, il y a souvent une deuxième, une troisième, une quatrième piste qu'on peut prendre. Votre cervelet construit des schémas moteurs, hein, des systèmes, je simplifie un peu, mais pré-organisés pour être utilisés rapidement dans différentes tâches que vous faites souvent, par exemple. Mais là aussi, il y a de la neuroplasticité. Il y a plusieurs possibilités. Votre cerveau a une immense capacité de s'adapter. C'est vrai aussi pour vos muscles, mais c'est vrai pour le système nerveux. Et plus vous faites des activités qui sont signifiantes, qui sont diversifiées, qui utilisent les mains, les bras, qui se font debout, qui se font assis, couchés, qui se font aussi dans un contexte d'exigence cardiovasculaire. Ça aussi, c'est important, la vascularisation. Donc, je voulais vous proposer cette image de cerveau qui est malléable et ça peut être encourageant si vous avez une atteinte neurologique, si vous avez un diagnostic de maladie neurologique. Si c'est votre cas, il y a une maladie, c'est pas de se mettre des lunettes roses et de nier les choses, mais même en présence d'une maladie neurologique, cette plasticité du cerveau demeure et lorsqu'on la combine aux éléments que j'ai mentionnés précédemment, bien, ça nous aide à prendre soin de notre qualité de vie. Il y a le personnage d'Alexandre qui a une ataxie de Friedreich, qui est une maladie neurologique évolutive. Depuis quelques semaines, nous utilisons un de mes vieux claviers, c'est le protagoniste qui parle, le physiothérapeute, un de mes vieux claviers pour transposer les exercices dans une action concrète, appuyer sur une touche d'un piano, par exemple, ou d'un clavier, sans déclencher les autres, affine la dissociation entre chacun des doigts. Lorsqu'on bouge les doigts, si vous voulez bouger votre index, vous ne voulez pas bouger tous les autres doigts, vous voulez les dissocier. Ça, vous dissociez le mouvement de l'index des autres doigts. Ça fait partie de la coordination dans la motricité fine. Et donc, dans mon roman Corps étranger, le protagoniste apporte un de ses vieux claviers et fait faire à son patient des exercices de physio, mais en utilisant un clavier et ça donne du sens à l'activité, en pensant qu'Alexandre, le personnage qui est atteint, aime la musique, aime faire de la musique. Peut-être que son environnement social aussi aime qu'Alexandre fasse de la musique et d'émettre un son. Aussi, ça stimule autre chose. Alors, vraiment de vous trouver des activités, même dans vos exercices, des exercices de physio, parfois, ça peut être un peu ennuyant. Parfois, on essaie que ça ne le soit pas, mais ça pourrait peut-être, à force de répéter, d'ajouter de la musique, de les transformer à l'aide de vos physiothérapeutes ici au Québec, de vos kinésithérapeutes, de les transformer, de les adapter pour que l'exercice fasse du sens, que ça stimule peut-être d'autres sens aussi, c'est le cas de le dire. Ça peut être intéressant et ça peut être vraiment aidant pour que vos exercices soient aussi carrément plus efficaces. Dans un contexte où on veut stimuler la coordination, on veut maximiser l'utilisation de nos propres capacités physiques actuelles, il en reste toujours, plus les exercices sont faits régulièrement et plus les exercices sont ciblés, plus on peut maintenir ou regagner, dans certains cas, de la précision dans les gestes. Pour apprendre, on a besoin de répéter. C'est vrai lorsqu'on apprend un texte
par cœur. Si vous avez fait du théâtre, si vous avez tenté d'apprendre une partition musicale par cœur, la répétition nous aide à apprendre par cœur, donner du sens aussi, ça nous aide à apprendre par cœur. Donc, la répétition aussi pour nos gestes, pour que notre cerveau s'améliore dans l'exécution de certains gestes, surtout des gestes qu'on fait de façon répétée dans la vie de tous les jours pour améliorer ces gestes-là. La répétition des exercices, elle est importante et notre cervelet, qui est un atout essentiel à la coordination, aime bien aussi les répétitions pour apprendre, même sans atteinte neurologique, parce que là, je vous parle dans un contexte d'atteinte neurologique, mais dans un contexte de vieillissement, par exemple, tout ce que je vous ai dit pour améliorer la coordination, pour aider à prévenir la perte d'équilibre aussi liée au vieillissement, on peut stimuler notre coordination et il y a des effets très positifs dans notre équilibre. Par exemple, on dit tellement souvent que le vieillissement de la population fera en sorte que, par exemple, on verra de plus en plus de chutes dans la population. Ben oui, théoriquement, on peut dire ça, mais je vous ai souvent donné cet exemple-là. Si vous perdez vos lunettes chez vous, vous ne vous direz pas, ben, j'ai perdu mes lunettes. C'est dommage, j'ai plus de lunettes. Vous allez tenter de retrouver vos lunettes, mais l'équilibre dans un contexte de vieillissement, il y a un peu de ça, c'est un peu comme si vous aviez perdu vos lunettes. Il faut soit trouver d'autres lunettes ou retrouver ce que vous avez perdu. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau, je vous le disais, a cette plasticité. Le système nerveux a une neuroplasticité. Il faut arrêter de dire que le vieillissement de la population, ça fait telle et telle chose. Pour tous les éléments qui pourraient être reconstruits, retrouvés en totalité ou en partie. Alors, tout ce que je vous ai dit, oui, dans un contexte pathologique, mais aussi dans un contexte d'avancée en âge. Conseil, exercice, je vous présente ça. Privilégiez les exercices qui combinent mouvement, attention et équilibre. Évidemment, vous les adaptez à vos capacités physiques. Vous respectez aussi les règles de sécurité de base, mais de marcher en lançant une balle et en la poursuivant des yeux, ça peut être un exercice pour intégrer aussi l'aspect du mouvement des yeux, la proprioception, la capacité de votre corps à reconnaître les positions des différents segments de votre corps, tous les éléments qui participent à la coordination dans un exercice qui combine tous ces éléments, ça peut être plus efficace. Vous pourriez juste rester debout, lancer la balle, la regarder, élever le bras opposé aussi. Il y a vraiment plusieurs déclinaisons, mais c'est pour vous donner des idées. S'intéresser à la thérapie avec un regard plus attentif, ça devient plus tangible. C'est le protagoniste qui parle de cette façon-là, d'être attentif, mais dans nos exercices, mais de donner, je me répète, de donner du sens à vos exercices, d'avoir un objectif aussi concret, mesurable, qui est lié à ce que vous aimez, ça peut vous aider. Commencez, et ça c'est tellement important, par un niveau de difficulté faible, puis vous augmentez petit à petit pour éviter les déséquilibres ou les chutes. J'aurais pu ajouter aussi éviter les échecs. Votre cerveau est sensible à l'échec. On veut avoir des réussites. Donc, si l'exercice est trop difficile, ça ne fonctionnera peut-être pas, premièrement. Et cette construction de schéma moteur qui est, entre autres, possible grâce à votre cervelet, ben, il n'y aura pas de construction de schéma moteur parce que ça va être des échecs tout le temps. Diminuer le niveau de difficulté. Parfois, on ne sait pas trop comment diminuer le niveau de difficulté. Pour ce qui est de ma chaîne, en tout cas, dans mes livres aussi, dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, dans mes livres sur les douleurs au dos, je vous donne toujours des façons de diminuer ou d'augmenter le niveau de difficulté. Ce n'est pas pour rien. Au pire, vous allez faire l'exercice pour rien parce que ça sera trop facile et ensuite vous augmentez progressivement, marche par marche, petit à petit, pour pouvoir construire parce que votre cervelet, votre cerveau, votre système nerveux doit construire ces schémas moteurs. Donc, trouvez la bonne façon de faire pour que ça fonctionne, de le mémoriser et de le répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc, allez-y vraiment progressivement dans les niveaux de difficulté. Un exemple d'exercice, la marche croisée. En avançant, vous pourriez marcher sur place, mais en avançant, touchez le genou gauche avec la main droite, puis vous alternez
vous faites l'inverse. Je l'ai mis en photo. Vous pouvez très bien vous imaginer. Je vais vous le préparer bientôt dans un exercice que je ferai, que je vous expliquerai avec plus de détails. Mais c'est un bon exercice qu'on peut faire qu'on doit faire dans un environnement sécuritaire. On peut le faire, par exemple, en marchant sur place, adossé au mur. Alors, c'est une façon aussi de stimuler la coordination. Comment le faire? Comment le faciliter? Ben, vous levez le pied moins haut. Comment faire pour augmenter le niveau de difficulté? Vous le faites en vous déplaçant vers l'avant. À la limite, les yeux fermés dans un environnement sécuritaire, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, c'est un exemple d'exercice de coordination et qui fait appel aussi à l'équilibre. Un exercice qui ne fait pas appel à l'équilibre, c'est l'exercice que vous voyez en ce moment. Je vous invite à le faire, tentez de le faire. Vous regardez vos doigts, là, on voit pas mes yeux, mais vous regardez vos doigts et c'est vraiment pas si simple à faire. J'ai dû refaire quelques fois la vidéo lorsque je l'ai tournée parce que mes doigts se touchaient. Alors, vous voulez faire tourner vos doigts les uns autour des autres comme vous le voyez. Vous voulez que vos mains, que vos paumes des mains, que vos poignets, que vos avant-bras restent immobiles. Vous voyez, là, j'ai de la difficulté. Et vous, à faire l'exercice. Et vous le faites dans les deux directions. Et quand vous arrivez au 4e ou 5e doigt, bonne chance, c'est vraiment très difficile. L'objectif, c'est pas de viser la perfection. Je vous dis que on ne veut pas que ça soit trop difficile, on veut pas trop d'échecs. On ne veut pas avoir que des échecs. Mais si, comme là, vous voyez en ce moment, je vais le mettre en gros plan, j'avais vraiment de la difficulté avec les 5e doigts, les petits doigts. Ça va, hein, si on se trompe un peu, il n'y a aucun problème. Mais on veut aussi réussir certains mouvements. Donc, on le fait dans les deux directions, on le fait dans les deux sens. J'adore ces exercices-là, ce type d'exercice-là. Je sais qu'on se concentre souvent sur la force, sur les capacités cardiovasculaires, c'est important, mais la coordination, c'est important. Et pour mes patients qui sont atteints d'une forme d'ataxie, qui ont une maladie évolutive neurologique, croyez-moi, lorsqu'on fait des progrès avec ces exercices-là, on arrive, par exemple, à mieux boutonner peu importe sa chemise, on arrive à s'habiller plus facilement, attacher ses lacets. Pensez aux enfants aussi qui, dans leur développement, doivent développer ces capacités-là. Bien, ce sont des exercices qui sont intéressants à faire et c'est même amusant de le faire, par exemple, avec des enfants. En général, les enfants aiment bien ces petits défis qu'on leur lance. Alors, est-ce qu'on peut encore améliorer sa coordination quand on a une atteinte neurologique? Oui, dans la mesure où c'est possible, avec ce que notre corps peut nous donner, nous offrir comme capacité physique, mais il y a presque toujours de la place pour un progrès, pour une avancée, pour une amélioration de la qualité de vie. Et je vous invite à prendre soin de votre coordination, c'est tellement important. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi, vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt. Shh.